Samedi 4 janvier 2020, premier numéro de Le Monde en 7 de cette nouvelle année. Nous parcourons 4 sujets, Guinée, Bissau, la présidentielle et l'alternance. Donc au bout du suspense, on va en parler tout de suite. Nous évoquerons également le Bénin, le retour de Yahi au pays. Est-ce un signe d'apaisement? Et puis en seconde partie, on évoquera le Togo, la recomposition de la Cour constitutionnelle qui subit donc un coup de relooking. Et puis l'initiative Poudro, estimation accomplie. Ces sujets, je l'aborde ce samedi avec Zana Sadio Ritou, sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir tout le monde. Et face à vous, Guy Greconzi, consultant en business entrepreneurial. Bonsoir Monsieur Greconzi. Merci d'accepter l'invitation. Nous commençons tout de suite avec la Guinée-Bissau. La présidentielle du dimanche 29 décembre a livré son verdict et c'est celui qui est arrivé en seconde position au premier tour qui remporte ce scrutin. Umaro Sissoko Embalo est le président de la Guinée-Bissau, scrutin qu'il a remporté avec un peu plus de 53% des voix contre un peu plus de 46%. Son rival, également ancien Premier ministre et président du plus grand parti politique du pays, le PAIGC, Simoes Pereira. Zana Sadio, c'était une surprise? Oui, on peut dire que c'était une surprise, d'autant plus que les législatives qui se sont tenues au cours de l'année passée ont donné pour vainqueur le parti au PAIGC. Donc, dans mes analyses, moi, je pensais que ce serait une pour les présidentielles, mais on a vu que la magie de contour a encore son miracle. Mais je pense qu'il faut aussi attribuer, comment dit-on, cette victoire parce qu'il a su prendre cette distance vis-à-vis du parti quand il le fallait. Et aujourd'hui, il apparaît comme, je dirais, un homme nouveau qui a une maîtrise qui comprend la situation politico-militaire du pays, d'autant plus que lui-même, il a été militaire, il a été Premier ministre. Donc, je pense que c'est tous ces acquis-là qui ont joué en sa faveur lors du second tour. Vous avez, Guy Greconzi, imaginé ce déroulement du second tour, voire celui qui arrive en seconde position au premier tour avec 27%, passer finalement au second tour? Oui, effectivement, il n'y a pas. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que un tel scénario arrive. Né Conakry, avec Salim, c'est Dalou et puis Alpha Condé. Donc, si vous voyez peut-être bien comme parti PAIGC, c'est vrai que ils avaient même du mal à pouvoir revenir à leur majorité législative. Parce qu'ils ont dû faire des gymnastiques en faisant peut-être des alliances avec certains partis pour pouvoir. Mais il faut remarquer également qu'il y a trop de sur le parti. Même ça qui, au fait, a profité au candidat de Madem et qui jouait en sa faveur. Pour que le résultat qu'on constate là, qu'on assiste là, ça c'était pas vraiment une surprise. Mais il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que non seulement fait un bond, 2,5 points sur le taux qui lui a été attribué. Zana Sadio a même le PAIGC, je l'ai dit, c'est le parti indépendantiste et le plus grand de la Guinée. Est-ce que les résultats de ce second remettent en cause l'envergure du PAIGC en Guinée-Bissau? Non, je ne pense pas que cela est de nature à remettre en cause les équilibres qui existent sur le terrain politique. Mais je pense plus que c'est le passé ou bien l'expérience dans l'armée qui a joué beaucoup plus en sa faveur. Lorsqu'on sait le rôle prépondérant que l'armée a toujours joué sur la scène politique bissau et qui est légitime d'ailleurs parce que on a au début un certain courage,
bravo lors de la lutte pour l'indépendance, ce qui fait que les militaires sont très, très respectés dans le pays. Mais je crois que ça a été un compromis, une personne qui était aussi bien impliquée dans le pouvoir politicienne et aussi bien au sein des instances de l'armée, puisque lui-même il a été général. Donc je crois que c'est tout ça et combien les alliances qu'il a su tisser avec les autres sensibilités qui est à son actif aujourd'hui. On a vu, il a évoqué tout de suite les alliances dès l'annonce des résultats du premier tour, que ce soit celui qui est arrivé en 3e, en 4e, en 5e position, ils ont tous reporté leur voix sur celui qui est arrivé en 2e position. Et on voit les résultats. Il a gagné cette présidentielle. Ça montre quand même qu'en politique, les reports de voix peuvent aussi marcher. On dit souvent que ce n'est pas automatique, mais là, ça dément cet argument. Effectivement, ce n'est pas automatique parce que le cas de la Guinée-Bissau est vraiment très particulier. Si peut-être ce qu'on a constaté, c'est au fait le président démocratiquement élu. C'est pour la première fois qu'un président démocratiquement finit son mandat. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est-à-dire à chaque fois, il y a l'ombre de l'armée qui vient au fait la marche disons des institutions. Donc déjà le candidat qui a gagné avec sa posture de militaire, je crois que c'est-à-dire ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué tel que le confrère a dit dans les alliances, etc. Parce que peut-être que la population guinéenne, c'est-à-dire Guinée-Bissau, croit peut-être beaucoup plus dans l'armée, mais ça ne demeure pas moins que le parti PAIGC demeure toujours un grand parti. Un grand parti, quoi qu'on en dise. Il y a aussi le deuxième, celui qui a perdu ce scrutin, Domingos Simoes Pereira, qui annonce un recours devant la Cour suprême. Vous pensez qu'il est un peu mauvais perdant ou bien c'est de l'ordre normal des choses? Il estime que les résultats ont été renversés. Non, et s'il a des en sa possession, c'est de droit qu'il aille se faire prévaloir auprès de ce qui est chargé d'analyser les recours, étant donné que cela se fait, ou bien pourvu que cela se fasse dans les conditions de forme et de fond, c'est de son droit. Donc je ne peux pas dire qu'il est tout de suite mauvais perdant. C'est à l'issue de la décision de cette Cour suprême que l'on en saura la vérité qui sera dite. Mais je pense qu'il y a de faibles chances pour que cela puisse aboutir à un autre résultat autre que ce que l'on connaît déjà, parce que nous avons vu l'implication de la CEDEAO tout au long du processus. Et là, je crois que c'est un satisfecit qu'on doit délivrer à la CEDEAO pour le rôle positif et très plus que positif qu'il a joué pour que ce processus puisse se dérouler sans l'intervention de l'armée et puisse aboutir dans des conditions pacifiques. Moi, je l'évoquais ici hier, dès l'annonce dès que le second tour a été terminé, c'est le candidat, celui qui est déclaré vainqueur, qui parle de fraude. Et puis les résultats ont été annoncés, c'est lui qui gagne, et c'est l'autre qui ne parlait même pas de fraude, qui dit que finalement ces résultats ont été manipulés. Oui, effectivement, ça c'est des stratégies politiques, c'est des stratégies politiques qui crient aux voleurs d'abord. Après, mais bon, il faut aussi féliciter la CEDEAO, parce que cette élection présidentielle s'est déroulée sur fond de crise. Oui. Sur fond de crise qui au fait a perduré depuis, je crois, 2015. Oui. Où le malheureux, l'élection était Premier ministre, ou le président, disons... José Mario Vache l'a limogé. Oui. Tout était parti de là. Tout était parti de là, et on a vu l'intervention de la CEDEAO qui avait fait qu'il y a eu un accord en Guinée-Conakry, jusqu'à même en marge du sommet CEDEAO, CEAC, mais ici.
Et comme je le disais, c'est sur crise. C'est sur fond de crise. Donc, ce qui serait, c'est-à-dire en soi, le premier tour, c'était bien déroulé. C'était bien déroulé, il faut le dire, parce que le taux de participation a été vraiment phénoménal. Ça atteint dans les 87%. 72. Et deuxième tour, ça a grimpé. Ce qui peut-être n'a pas été dans l'histoire, c'est-à-dire des élections au truc. Donc, c'est pour dire que c'est des stratégies. C'est vrai que je suis deuxième, j'ai fait des alliances, je suis sûr, bien sûr, mais étant donné que je suis en face d'un très grand parti qui est là, ne connaissons pas leur stratégie, alors là, il faut créer d'abord au voleur. C'est une stratégie américaine électorale, on dirait. En même temps, est-ce que Zana Sadio, on peut dire que la Guinée-Bissau est sortie de l'ornière? On ne peut le dire, il y a des signaux positifs. Mais il faut reconnaître que le président qui vient d'être élu, il doit forcément composer avec une majorité parlementaire. Donc, il n'a pas la libre pour gouverner. Il est obligé de faire un compromis pour essayer de faire fonctionner le pays, de faire fonctionner son gouvernement. Donc, c'est la teneur et puis les conditions de cette cohabitation-là seront menées qui vont pouvoir assurer les uns et les autres sur l'avenir paisible du pays sur lequel on ne peut rien prédire pour le moment. Mais quand on est dans un pays où on a vu au sein du même parti, il a été pour l'ancien président, enfin le désormais ancien président, de cohabiter avec un ministre issu de ce même parti. Est-ce que c'est une cohabitation entre partis qui va être facile? Oui, c'est ça. On ne peut pas dire que ça va être facile, mais je présume aujourd'hui que comme il a un passé militaire, il est un général, donc forcément, il sait là où jouer, il va forcément jouer le statut d'ancien militaire pour peser dans le jeu politique. Donc, c'est beaucoup de gens à son acquis, mais je pense que ce n'est pas gagné pour autant d'avance. Vous craignez un peu pour ce pays que ce scrutin ne soit pas véritablement la porte de sortie? Bon, on espère que cette fois-ci, surtout l'histoire même de la Guinée-Bissau, avec des répétitions de troubles, etc., nous espérons que cette fois-ci, ça soit la bonne. Ça serait pas facile. Ça serait la bonne parce que le Oumarou qui vient, disons, de gagner les élections, est militaire. Et n'oublions pas qu'il a été Premier ministre. Donc, il maîtrise, il a peut-être un profil qui pourra peut-être l'aider à pouvoir tirer sur des cordes pour que les choses puissent aller pour la Guinée-Bissau. Le Bénin, on va évoquer le retour du docteur Thomas Boni Yayi au pays. Est-ce un signe d'apaisement? L'ancien président béninois qui a conduit le pays de 2006 à 2016 et qui était parti se soigner à l'extérieur au lendemain de la crise politique qui a secoué ce pays dit démocratique de l'Afrique de l'Ouest après les législatives de mai dernier, est rentré au pays selon ses proches pour passer les moments de fête en famille. On le sait, en novembre, il y avait eu un premier retour raté avec la CEDEAO. Cette fois-ci, le docteur Thomas Boni Yayi rentre seul, selon les témoignages. Il est passé par le salon d'honneur de l'aéroport où il a eu les honneurs dus à son rang. Guy Gréconzi, le retour de Thomas Boni Yayi au pays, vous voyez là un signe d'apaisement, un signe d'accalmie entre lui et le président Patrice Talon? Bon, c'est possible. C'est possible parce que, tel que vous le dites si bien, que le premier retour qui a eu lieu en novembre dernier était, c'est vrai, avec la mission de la CEDEAO, c'était diversement apprécié. Oui. C'était diversement apprécié. C'est vrai que Patrice Talon était dans son rôle.
dans son rôle de pouvoir penser que le problème béninoise devait... il y a un certain nombre de choses qui devaient peut-être se régler en interne que de faire toujours appel à la communauté sous-régionale. Maintenant, cette fois-ci, du moment où Yahi Boni n'est pas rentré sous le coup des projecteurs, a choisi peut-être, je peux dire peut-être l'anonymat, sans tambour ni trompette, parce que on a vu que peut-être aucun de ces partisans, ils pouvaient peut-être cette rentrée ou bien ce retour-là, définitif peut-être ou pas, devrait peut-être faire la une devait être préparée et surtout que c'est à l'approche des fêtes, ça devait peut-être être comme un semblant peut-être de provocation, mais ça n'a pas été le cas. On pense que ce retour pourra peut-être être peut-être sa façon à lui de pouvoir tempérer les choses, apaiser les choses pour que le camp d'en face puisse aussi jouer sa partition. C'est vrai que Zana Sadio, rien n'a filtré des discussions préalables qu'il y aurait eu avant ce retour, mais il est sûr que ça a dû être négocié entre pouvoir et clan de Yahi Boni. Oui, forcément, parce que lorsque l'on sait l'ampleur des choses que la justice semblait vouloir reprocher à l'ancien président Yahi Boni, on peut croire qu'il y a eu des discussions dans les coulisses, peut-être avec l'implication de la CEDEAO. Le retour précédent qui a été qualifié de raté par les uns et les autres se justifiait parce que M. Yahi Boni, il a fait dire par la voix, je crois, du porte-parole du FCBE, qui lui, il n'était pas contre le fait d'aller rencontrer le président de la République, mais s'il devait le rencontrer, ce serait ensemble avec avec tous ces pairs de l'opposition. Donc déjà, il ne voulait pas individualiser la crise qui avait prévalu dans le pays. Mais toute chose égale par ailleurs, on peut dire qu'il y a de l'apaisement parce qu'il y a eu un dialogue qui s'est tenu, il y a eu des conclusions qui ont fait l'unanimité. Et il y a eu, n'est-ce pas, des gestes forts tendant à la mise en application des conclusions qui ont été retenues. Donc je crois que M. Yahi Boni, peut-être, il ne souhaite pas que M. Patrice Talon puisse bénéficier là comment dit-on, de cette image de grand homme d'État capable de négocier avec son opposition, que la médiatisation de son retour en grande pompe avec les médias aurait pu donner au président de la République. Est-ce qu'au Bénin, il y a eu crise politique, on le sait, mais est-ce que c'était plus une tension Boni Yahi Patrice Talon? Bon, je crois. C'est des querelles au fait des liens filiales, des relations peut-être interpersonnelles, qui, on a vu l'histoire, qui a amené Patrice Talon au pouvoir jusqu'à ce que, disons, il a été même en exil, il est revenu, etc. Donc, peut-être, dans la façon, bien dans la manière de faire pour Patrice Talon, il voudrait moderniser, innover peut-être politiquement les choses pour que, et c'est ça qui a motivé d'ailleurs des lois tendant à pouvoir créer des conditions pour les élections législatives qui au fait a abouti à écarter l'opposition et puis la crise s'en est suivie. Donc c'est une querelle, je disais, c'est une querelle peut-être de personnes qui a fait que les gens se sont rentrés dedans et puis on a politisé et puis c'est devenu ingérable. Tension, Boni Yahi, Patrice Talon, c'est finalement ça la crise béninoise? Oui, parce que la crise, c'est vrai que c'est la crise interne
disons, une loi qui n'a pas permis à une certaine ou bien à une grande partie de l'opposition d'aller aux élections législatives. Maintenant, cela a commencé par s'exacerber quand des positions assez, ou bien plus ou moins soutenues personnellement par le président Yahya Boni ont commencé par voir le jour. On l'a vu, il tentait de boxer des agents de l'ordre et je crois que c'est à l'issue de cela qu'il y a eu des actes graves qui ont été posés dans son village et un certain nombre de ces propos qui faisaient polémique. Donc on peut dire que c'est son attitude personnelle qui a un peu envenimé la situation. Donc aujourd'hui, s'il est rentré par la grande porte, on peut le dire, avec les honneurs dus à son rang, cela veut dire qu'il y a une détente aujourd'hui. Donc je crois que les considérations personnelles ont dû être reléguées au second plan pour que l'apaisement puisse prévaloir au sein de la classe politique. En même temps, je pense que c'est un blanc-seing qui lui est donné de reprendre des activités politiques. Oui, je crois, forcément. Mais cette fois, c'est sûr qu'il doit savoir ménager son image quand vous êtes un ancien président de la République, quand vous avez occupé un certain nombre de rôles, notamment médiateur de l'Union africaine et représentant de la CEDEAO ici et là. Je crois qu'on ne tombe pas dans certaines bassesses en tenant certains propos qui pourraient envenimer une situation déjà compliquée. On peut donc considérer aujourd'hui, Guy Grikonzi, que la crise béninoise est derrière. Bon, le dire comme ça, peut-être, on le dit peut-être trop tôt, parce que on n'est pas dans les secrets de Dieu. Tout ce qui a été, que ça soit négocié dans les coulisses, ou bien tout ce qui, peut-être il entend faire, mais il faut voir peut-être en l'homme, quand on voit tout ce qui a eu lieu lors de ces crises, c'est que son caractère homme a pris le dessus de l'homme politique qu'il est. Donc, il ressentait un peu la victimisation. C'est-à-dire, il se sentait, étant président, ancien président de la République, qui, au fait, a un certain nombre de prérogatives, etc. Et qu'il était, à un certain moment, comme je dis, c'est qu'il n'a pas... j'allais dire qu'il se sentait victime. C'était victime de certaines choses qui faisaient que il a fait ce qu'il devait faire et ça a pris un coup dans la politique béninoise. En même temps, quand on regarde aussi dans toutes les revendications qui avaient été posées par l'opposition avant le début de la crise, jusqu'aujourd'hui, les choses ne sont pas satisfaites. C'est vrai qu'on a annoncé qu'on allait revoir le code électoral, la charte des partis politiques, mais ça reste toujours cette même charte qui avait écarté les autres. Oui, ça reste toujours cette même charte, sauf que cette fois, c'est vrai que les législatives sont passées, sont derrière, mais lorsque vous voyez les points qui ont été retenus, je crois qu'il est mentionné quelque part de faire en sorte qu'il y ait à court ou bien à terme des élections législatives anticipées qui permettront aux uns et aux autres et à tout le monde de manière inclusive de pouvoir y participer. Et ils ont joué sur quelque chose qui moi m'a particulièrement plu, c'est le fait d'aboutir lorsqu'il y aura les législatives anticipées à ce qu'on appelle des élections générales à cause du coût qu'entraînent les élections, la pluralité des élections. Donc, essayer de voir dans quelle mesure faire coïncider ces élections anticipées avec les élections présidentielles et avec les élections communales. Donc, je crois que c'est des choses qui ne se règlent pas tout de suite. Et ça doit suivre un certain nombre d'étapes, faire des réglages. Donc, mais je crois que c'est sur la bonne voie quand même. Déjà, je crois le Bloc républicain a déjà publié, comment on les appelle, les coordonnateurs régionaux et puis
nationaux qui vont s'occuper de la campagne pour les communales. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de, ou bien il n'y a plus de revendications majeures de cette opposition-là à la veille des élections communales. Donc on peut dire que loin des médias, loin de l'opinion, beaucoup de choses sont en train de se passer dans les coulisses. Ça veut dire, vous pensez que les communales seront ouvertes, en tout cas plus ouvertes que les législatives? Je le pense sincèrement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de contestation. Je pense que la réaction immédiate lors de l'annonce ou bien de la publication des coordonnateurs du bloc républicain, y aurait-il des revendications, y aurait-il des frustrations que tout de suite l'opposition béninoise les aurait exprimées. Il y a aussi le fait que dans un an, en 2021, le Bénin va aux urnes pour la présidentielle. Il y a des risques de violence pour cela, parce que beaucoup de ténors ont été aussi écartés, sont en exil sous le coup de mandat d'arrêt ou de condamnation judiciaire. Bon, à l'allure où le Bénin voit, on peut espérer que tout ce qui est violence peut-être derrière, peut-être c'est sous une autre forme que peut-être les confrontations politiques vont peut-être se faire valoir. Du moment où le problème de restriction de certains partis politiques à la course, disons, aux élections, que ce soit communal, que ce soit... Si ce problème persiste, peut-être on aura peut-être tendance à croire qu'il y aurait peut-être d'autres événements qui seront peut-être malheureux. Mais si on essaie un peu de mettre l'eau dans le vin, et que la situation politique va se décrisper, je pense bien que en 2021, lors des élections présidentielles, ça se fera au moins, disons, comme ça se faisait dans le temps, la démocratie béninoise. Vous pensez au même scénario présidentiel également ouverte, où on laisse tous ceux qui veulent concourir y aller? Bon, je crois que M. Yahya Boni, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait avant de quitter le pouvoir. Mais sur ce plan, moi, je reste quand même inquiet parce que M. Lionel Zinsou, aujourd'hui, il est sous le coup comme d'une décision de justice qui l'empêche d'être candidat en 2021. Vous avez M. Léadi Soglo qui, pareil. Vous avez Sébastien Ajavon qui, en guillemets, vient d'être blanchi par la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, c'est d'autant plus d'inquiétude sur ce que les présidentielles de 2021 donneront au Bénin. Maintenant, il va être sûr que c'est M. Patrice Talon qui est le maître du jeu et ce sera en fonction de son degré de détermination à laisser de côté, je crois, ses considérations personnelles, notamment parce qu'on peut se dire que finalement, il s'agit d'un règlement de compte à l'encontre de M. Yahya Boni, qui l'a poussé à l'exil, l'a fait emprisonner un certain nombre de ses proches, mais il se trouve qu'aujourd'hui, que c'est ces personnes-là qui l'avait fait emprisonner, qui exerce le pouvoir aujourd'hui. Lorsque vous prenez M. Olivier Boko, aujourd'hui c'est lui le numéro 2, le numéro 2 qui gouverne effectivement le pays. Donc ça explique un certain nombre de choses, ça explique les frustrations que M. Yahya Boni ressent, mais le maître du jeu, c'est M. Patrice Talon aujourd'hui. S'il s'est montré ouvert au dialogue, j'espère qu'il restera déterminé pour que le Bénin puisse connaître des élections présidentielles en 2021 qui seront apaisées. C'est l'heure de la grande pause. Nous allons donc partir à la grande pause et après le journal, on va passer à la seconde partie.